Nous célébrons donc ce soir celles et ceux qui ont rayonné la France à l'étranger. Un grand prix qui est placé sous le court patronat du président de la République et présidé par la princesse Yasmine Meurra. Alors effectivement, ce prix du rayonnement est placé sous le haut patronage du président de la République parce que cette notion de rayonnement et d'attractivité lui sont chères. Et donc, nous allons rendre hommage à ceux qui nous aident à faire de la France une nation qui brille, qui innove, qui inspire dans des domaines aussi variés que les arts, les sciences, l'humanitaire, la gastronomie, l'économie, le sport, l'environnement, le patrimoine, la culture et la francophonie. Et chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir pour la 15e édition du Grand Prix du rayonnement français. Je veux vous annoncer le projet le plus imminent, c'est-à-dire à partir de mars 2026, nous commencerons à exporter le Grand Prix du rayonnement français à l'international. Et donc ce prix va voyager dans un pays en Asie, au Moyen-Orient. Chère Nina, on va commencer par la fin. Parce que le dessert, on le met toujours à la fin. Et la pâtisserie, on la met toujours à la fin. Et donc moi, finalement, je pense qu'il faut la mettre avec vous en premier. Vous êtes d'accord? Voilà. Quelle femme, quel chef d'entreprise, quel visionnaire. Vous méritez 1000 fois ce prix, chère Nina. Vous êtes un exemple de détermination, de talent, de courage et de force. Doublement sacrée meilleure pâtissière du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vous a choisi parce que vous incarnez à merveille l'esprit de l'excellence française, ce mélange unique de savoir-faire, d'audace, de générosité. Vous réinventez nos traditions, vous rendez contemporaine, vivante, enthousiasmante les pâtisseries que vous faites. Après un parcours dans les plus grandes maisons, le Meurice, le Raphaël, le Grand Restaurant, vous avez eu une audace incroyable en 2019, vous volez de vos propres ailes et vous créez la délicatesserie, pas la délicatesserie, la délicatesserie, une entreprise où chaque création porte une histoire. Votre réussite est celle d'une femme qui a su créer des merveilleuses pâtisseries avec exigence, rigueur, bienveillance, rêve et je dirais émotion. Vous avez travaillé avec les plus grands noms du luxe, il y en a quelques-uns ici, et vous exportez à l'international la pâtisserie française. C'est pas simplement une affaire de goût, c'est une affaire de diplomatie, cher Joachim. C'est important que la pâtisserie française existe à l'international. On aime beaucoup la pâtisserie japonaise, on préfère la pâtisserie française. Voilà, c'est un instrument de rayonnement et d'influence, d'inspiration. Vous êtes une ambassadrice du soft power, vous faites briller les tables, nos couleurs. Vous êtes une génération à croire en vos rêves. On en disait 2 mots avec Aude le Christ. Vous croyez en vos rêves et vous créez avec vos mains votre cœur. Et vous donnez du sens à ce que vous entreprenez. Alors bravo, Nina! Ces applaudissements disent toute notre fierté, tout plaisir de compter parmi vous des femmes qui font avancer la France. Vive les femmes! Merci beaucoup, c'est très touchant. Et je suis très fière de le recevoir
de tes mains. Je suis extrêmement honorée, émue et très impressionnée. Ça a énormément de sens pour moi. Je veux féliciter tous les lauréats et remercier tous les membres du jury. Et vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Et surtout, ce prix, il est vraiment au nom de mes équipes et de ceux qui m'accompagnent. On est plus d'une centaine de talents maintenant réunis pour au quotidien fabriquer ces centaines et ces milliers de gâteaux et régaler un maximum de gourmands, toujours avec le geste de l'artisan, avec la passion qu'on met au quotidien, avec cette force de travail de se réveiller à 4h du matin, 3h du matin pour aller faire des beaux gâteaux avec toujours la même énergie. Et ça, je le dois à mes équipes du quotidien, même à ma famille qui m'ont rejoint l'aventure aussi. Et puis à tous les gourmands qui au quotidien commandent nos gâteaux. Et c'est que le début, j'espère, d'une grande idée de gâteau. Vous m'avez dit de faire court, moins de 2 minutes. Dans cette salle, chers amis, nous avons tous une relation particulière à la médecine. Certains la pratiquent, d'autres l'enseignent, d'autres encore l'organisent, et nous tous, nous la défendons. Mais vous, Jean-François Corti, né au Maroc, marqué très tôt par l'ouverture au monde, vous lui avez donné de Médecins sans frontières à Médecins du monde, de l'Érythrée à l'Iran ou l'Afghanistan, une dimension supplémentaire en choisissant comme bénévole et praticien la voie la plus exigeante, celle du soin dans l'action, celle du secours, là où il n'y a parfois ni lumière, ni infrastructure, ni regard, là où les difficultés s'amoncellent. Victor Hugo écrivait « Là où il y a une vie humaine, il y a un devoir ». Soigner pour vous n'est jamais seulement un acte médical. C'est un acte moral, un acte de justice, un acte de fraternité. Votre regard d'anthropologue, autant que de médecin, vous conduit à penser l'action, à comprendre les inégalités pour mieux y répondre, à chercher toujours ce qui peut être constructif et utile. À travers les missions de Médecins du monde, vous portez la voix des oubliés, les migrants, les personnes à la rue, les femmes confrontées aux violences, les enfants des zones de conflit. Vous nous rappelez inlassablement que la santé n'est pas un luxe, mais un droit universel et un vecteur de dignité. Aujourd'hui, en vous remettant ce grand prix du rayonnement français, nous saluons non seulement un médecin, mais un témoin, un passeur de pont entre les mondes, un homme qui nous oblige à regarder plus loin que nos frontières, plus loin que nos certitudes, plus loin que nous-mêmes. Merci à vous et à tous vos collègues, bénévoles et salariés qui œuvrent dans plus de 30 pays. Merci pour votre engagement, votre courage, votre humanité. Merci de nous rappeler que même dans les endroits les plus déshérités, un geste de soin peut redonner l'espoir et peut tout changer. Merci de faire honneur à la France. Merci infiniment, je suis très touché, merci madame pour ces propos, merci à la princesse aussi, à tout le jury. Je suis très honoré, Médecins du monde est très fier d'avoir cette reconnaissance. On est une organisation médicale internationale, on est indépendant, impartial, on est non partisan, même si on est engagé dans la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, nous sommes donc très politiques. Nous ne sommes affiliés à aucun État, mais on apprécie quand on reconnaît notre travail. Merci pour cette reconnaissance et cette bienveillance. Notre indépendance, c'est ça qui est important, elle est due aussi à près de 400 000 donateurs qui au quotidien nous aident par un geste. Ils reconnaissent notre travail sur notre terrain, ils nous font confiance, ils voient comment le soin est vecteur d'humanité, mais aussi est vecteur de résistance dans certains contextes. Le Médecins du monde France, c'est 3500 personnes, c'est près de 1400 bénévoles sur le terrain en France. On est en France, on est aussi dans une trentaine de pays à l'international, donc c'est 1400 bénévoles, c'est 500 salariés de droit français, mais c'est aussi 1500 personnes de droit local, ce qu'on appelle le staff local. C'est des acteurs
d'Afghanistan, des Afghans et des Afghans qui travaillent pour Médecins du Monde. C'est des Yéménites, c'est des Congolais, des Congolaises, c'est des personnes qui sont au Burkina Faso, qui portent le logo d'Algérie et les valeurs, c'est des Palestiniens et des Palestiniens qui au quotidien, comme les autres, essaient d'humaniser la guerre et de défendre les valeurs d'humanité et de faire rayonner Médecins du Monde et rayonner ces valeurs d'humanité. Nous sommes très fiers de ce prix et ce prix est aussi pour eux. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Comme l'a dit tout à l'heure le Christ en citant Claude Lelouch, j'avais eu le cœur qui battait il y a 5 ans quand j'avais reçu le Grand Prix de l'association. Et donc je suis vraiment très heureux ce soir de remettre le prix du rayonnement économique à Éric Duval du groupe Duval. Alors ce groupe Duval, c'est un groupe de Terre créé il y a 31 ans, groupe familial diversifié dans l'immobilier, avec des tas de services autour de l'immobilier, dans la promotion des foncières, du tourisme, des golfs, je ne ferai pas parce que je ne suis pas au golf malheureusement, des services pour les résidences seniors, pour les entreprises, et des implantations en Asie et en Afrique, la microfinance en particulier en Afrique. L'entreprise a 6 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros et une présence dans le monde entier. Mais c'est aussi devenu une entreprise à mission 2024, ce qui pour nous tous est quelque chose de particulièrement important, parce qu'en France on est un peu en tête dans ce domaine, et cette dimension humaine est une valeur cardinale de l'entreprise Duval. Et c'est un engagement que nous devons tous saluer. Vous avez été aussi récompensé du prix Women Together, remis aux Nations Unies pour ses actions au profit des femmes. Et enfin, c'est une entreprise qui incarne un capitalisme vertueux, porté par des choix et des investissements de long terme propres aux entreprises familiales. Et Yogatas qui disait que une entreprise familiale, c'est l'art délicat de transformer des liens en lignes de croissance. Et je finirai en disant que vos enfants, Pauline et Louis-Victor, qui sont ici ce soir, vous ont rejoint au sein du groupe il y a quelques années, et la succession, vous l'avez dit, est bien en place. Donc je suis très heureux, cher Eric, de vous remettre ce prix. Merci Thalès, merci à tous les membres du jury. Je suis très honoré d'avoir reçu ce prix, qui est un prix aussi important, à la fois pour moi, à la fois pour ma famille, pour mes enfants qui travaillent dans l'équipe. Et puis aussi à tous les milliers de collaborateurs que nous avons aussi en France comme à l'international. Évidemment, c'est quelque chose qui marque la vie d'une entreprise, après toutes ces étapes qu'on a pu connaître, et toute cette évolution. Que la pérennité de monde est assurée, la transmission aussi, et à la fois pour nos collaborateurs et toute l'équipe qui travaille avec nous. En tout cas, merci à tous les membres du jury et merci à vous tous. Je suis ravie de vous accueillir, madame. Il était prévu que le président Denis Gurgurlet, qui préside la French Heritage Society, soit là, mais il est remplacé par madame parce qu'il était très malade et tous nos conseils vont vers lui ce soir. Nous avons donc reçu la proposition d'élire la French Heritage Society et nous avons été vraiment très contents parce qu'en fait c'est une institution américaine à la base. Et pour nous il était important aussi d'honorer les étrangers qui font beaucoup pour la France aussi. Donc la French Heritage Society regroupe des donateurs, des mécènes américains, français également, et qui se bat énormément pour protéger le patrimoine historique de la France. La French Heritage Society a aussi donné beaucoup à Notre-Dame de Paris, à Versailles, il me semble, à beaucoup d'autres. Je vous laisse les mentionner. En tout cas, voilà, nous sommes très heureux d'avoir la French Heritage Society ce soir comme Grand Prix du rayonnement du patrimoine, qui est le premier
prix de ce genre d'ailleurs. Et donc voilà, madame, je vous laisse la parole et merci pour votre présence. Madame la Présidente, de votre honneur de nous accueillir aujourd'hui. Merci, Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs et chers membres du jury. Permettez-moi d'abord effectivement d'excuser l'absence de Denis Gorlet et je m'y regrette de ne pas être là ce soir. Il m'a confié la tâche de vous transmettre sa profonde reconnaissance et l'émotion qui a été la sienne en apprenant cette distinction. Comme membre du conseil d'administration en charge des projets de restauration, je suis heureuse de pouvoir recevoir ce grand prix du rayonnement du patrimoine non French Heritage Society. Pour ceux d'entre nous, effectivement, qui ne nous connaissent pas, French Heritage est une association philanthropique de droit américain qui a été créée il y a plus de 40 ans. Elle est représentée dans 10 États des États-Unis et à Paris. Grâce à nos généreux et fidèles donateurs, nous avons participé au financement de plus de 700 projets de restauration et attribué 600 bourses de stage éducatifs en France et aux États-Unis. Nous travaillons en partenariat avec les associations françaises et américaines du patrimoine, de la culture et des musées. Et nous nous intéressons bien sûr au grand patrimoine de Notre-Dame et Versailles, mais aussi au patrimoine des édifices plus modestes, des manoirs, des chapelles, des villages. Et nous sommes intervenus aux États-Unis après les catastrophes naturelles en Louisiane et plus au nord, dans le French Heritage Corridor que peu connaissent. Recevoir ce grand prix du rayonnement du patrimoine dans ce lieu et aujourd'hui dans ce contexte est une formidable marque de reconnaissance et d'encouragement, tant pour nos généreux donateurs que pour nos nombreux bénévoles et nos équipes de permanents. Et je vous remercie de tout cœur pour cette dissection qui nous encourage à poursuivre avec humilité et détermination notre engagement au service du patrimoine et du rayonnement de la France. Madame la ministre, chère Yamina, c'est un très grand plaisir de vous accueillir pour vous remettre ce prix qui est ici chez vous. Dans cette maison, vous avez servi pendant 2 ans auprès de Laurent Fabius comme ministre délégué à la francophonie. Donc je dirais que c'est tout à fait naturel que ce prix vous revienne. Et ce prix, il ne vous est pas seulement dû au titre de cet engagement politique comme ministre, au service de la francophonie et de la langue française, au service aussi des droits des femmes dans l'espace francophone. Il n'a pas uniquement vocation à rappeler que c'est pendant votre mandat que, le 20 mars 2013, la France a accueilli à l'occasion de la journée de la francophonie le premier forum mondial des femmes francophones à Paris, organisé avec l'Organisation internationale de la francophonie. Ni non plus que c'est la même année qu'a été lancé le site internet Parlons français, c'est facile, un site gratuit d'initiation à la langue française, accessible en 7 langues, français, anglais, allemand, espagnol, portugais, chinois et arabe. Ce prix récompense aussi d'autres talents, des talents d'autrices et de réalisatrices, choisissant tantôt la fiction, tantôt le documentaire. Vous explorez avec beaucoup d'engagement des champs aussi divers que la mémoire des immigrés, les droits des femmes, les ségrégations à l'embauche, les territoires oubliés de la République ou encore l'écologie. Tous ces combats, tous ces plaidoyers, vous les avez menés aussi au nom de la francophonie et des valeurs qu'elle porte. Et j'aurais dû citer aussi parmi les territoires que vous explorez, la musique, la rumba congolaise, vous en parlerez peut-être. Alors je voudrais vous citer, à ne pas connaître son histoire, on se trompe d'histoire. C'est une formule que vous aimez employer. Et pour connaître l'histoire, vous utilisez, ou faire connaître l'histoire, vous utilisez le cinéma, non pas seulement comme un art, mais finalement aussi à des fins pédagogiques, pour interroger ce que nous sommes et le porter à la connaissance de tous. Et donc c'est en mettant en lumière les histoires d'êtres marginalisés ou exclus que vous parvenez à éveiller les consciences et à lutter contre les discriminations. Et j'ai parlé donc de la rumba congolaise, et je me souviens avec émotion de votre évocation du tournage rumba congolaise, Les Héroïnes, lors du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, ici il y a un peu plus d'1 an. Ce documentaire est sorti en juillet dernier et je voudrais rendre hommage aux figures féminines de la rumba congolaise, souvent éclipsées par leurs homologues masculins. Voilà, parce que la francophonie, encore une fois, ce n'est pas seulement une langue,
et un espace culturel partagé. Ce sont des valeurs d'humanité, de solidarité, de tolérance qu'en tant qu'artistes et femmes politiques, vous avez porté haut et fort tout au long de votre parcours. Soyez-en très chaleureusement remerciés. Merci Anne-Marie, merci. Merci la princesse Jasmine Murat, merci tout le jury. Deux mots pour dire que effectivement le cinéma m'a permis de dire et mes années en politique m'ont permis d'agir. Ici, dans cette maison, très rapidement, le ministère de la francophonie était un ministère qui était ici, donc assez, on va dire, masculin. J'ai été tellement ravie de rencontrer Marie Descotes. Et à partir de ce moment-là, mes engagements dans le cinéma, qui étaient aussi de dénoncer sans juger, et surtout sur la condition des femmes. Dès que je suis arrivée à Kinshasa, je me souviens, c'était le premier sommet des chefs d'État francophones, j'ai été interpellée par un groupe de femmes qui me disaient qu'à l'est du pays, on violait massivement, on tuait des enfants. Il y avait des villages de 60 000 femmes violées et les milices revenaient constamment. Mon conseiller, qui était à l'époque, M. Sidouris, que je salue parce qu'il m'a beaucoup aidé, on a décidé, et ce qui ne se fait pas, contre la volonté de l'ambassadeur, mais après il a été embarqué avec moi, nous sommes allés sur place. Nous avons rencontré un médecin, un chirurgien, le docteur Mukwege, qui était sans instrument, il n'avait plus rien dans cette région pour soigner les femmes, il était le seul à réparer les femmes. Je suis revenue à Paris et je suis allée squatter tous les ministères pour lui ramener de l'argent. Je lui ai même ramené une Légion d'honneur. Il a ensuite eu le prix Nobel de la paix. Et c'est un peu ça mon chemin, c'est de dire que à partir du moment où on doit pouvoir agir, pouvoir dire, il faut continuer cette bagarre, je dirais même cette guerre, surtout pour les femmes, parce que la RDC, c'est le plus grand pays francophone au monde où parle le français et on hurlait sans pouvoir les entendre. Ces femmes hurlaient en français, se faisaient tuer. Et je suis très très fière de mon passage ici. Et le cinéma, ce n'est pas un art, c'est aussi l'art de pouvoir parler de la solidarité. C'est un art qui vous ouvre sur l'autre et qui nous amène aussi vers le chemin de la paix. Je voudrais aussi remercier ici mon amie Marie-Christine Saragosse, qui me suivait aussi dans tous ces combats. Je voudrais aussi remercier une amie qui est ici, qui s'est beaucoup battue pour ses enfants, pour Nina Ayou, qui a mené un combat incroyable. Et n'oublions pas aussi ces femmes, lorsqu'elles ont des velléités d'indépendance, on leur enlève leurs enfants. Je vous remercie infiniment, merci pour ce prix, merci pour tout. Bon, je crois qu'on ne présente pas Jacques Garcia. Venez ici, parce que je n'ai pas pu vous tomber. C'est mon réflexe de maman maintenant. En fait, j'aimerais juste raconter mon expérience personnelle. Comment Jacques Garcia rayonne. Donc, c'est juste une anecdote. Quand je suis arrivée en France en 2004, donc j'étais fraîchement arrivée à Paris, et un des premiers restaurants que j'ai fait, c'était la Grande Armée. Et j'ai dit, waouh, quel style, quelle décoration! Et en fait, c'est là où je découvre le style empire. Et donc, je suis tombée amoureuse du style empire grâce à Jacques Garcia, sans savoir que quelques années plus tard, j'épouserais un descendant de Bonaparte, et que le style empire, le retour d'Égypte, serait un de mes dadas. En tout cas, c'est grâce à vous, Jacques Garcia,
Donc vous faites voyager les gens avec tous les sites que vous pouvez visiter, que vous faites visiter avec vous et vous chérissez ces objets, vous les transportez, vous les amenez. Voilà. En tout cas, comment dire, vous faites l'art français, l'architecture française et le génie français. On dit de vous que vous êtes architecte ou le décorateur des rois, c'est ça que j'ai lu. Vous êtes le décorateur des rois. Et moi j'aimerais dire ce soir que vous êtes l'empereur des décorateurs. Eh bien, merci à tous. Je ne vais pas féliciter les uns les autres, il y a des gens très brillants dans cette salle. Je voudrais juste vous dire que c'est 50 ans d'une vie, et c'est d'autant plus intéressant que ça démarre avec toujours une famille, un père passionné d'art, passionné de littérature française, immigré espagnol, fuyant Franco comme il a pu, et qui donc, fort de ça, se réfugie dans la littérature française. Et on vient au champ de bataille, on voit une bibliothèque extravagante avec 20 000 volumes. Je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui ai démarré tout ça, il y en avait déjà 10 000 quand je suis rentré au champ de bataille. Donc c'est ma source. Et le départ de ma carrière n'était pas du tout une vocation, ce qui est devenu ma carrière d'ailleurs. J'avais l'idée des objets d'art, une passion, une chose inouïe qui est la découverte à travers un moment de la France, qui est la Révolution française. Et ce paradoxe extraordinaire, c'était le seul pays où, au fond, on avait vendu les biens de la nation à l'encan. Et si on était un peu savant, ce que m'avait expliqué mon père, il m'avait dit n'achète jamais une comme à Louis XV si tu n'es pas sûr qu'elle ait appartenu à Louis XV. Puisque ce qui compte, c'est la connaissance, c'est pas la chose. Et pour une seule raison, c'est que si elle a appartenu à Louis XV, elle a fatalement été faite par le plus grand des faiseurs. Ça a été ma passion. Et puis, un jour, les choses se sont compliquées. J'ai eu une deuxième passion, trop coûteuse, pas dans mes moyens. Elle s'appelle champ de bataille. Et ce jour-là, alors que j'avais des clients charmants, qui faisaient de très jolies maisons, on achetait des beaux objets, on faisait des très beaux appartements, ça ne suffisait pas pour une telle maîtresse. La maîtresse était coûteuse, c'était un corps de ballet, pas simplement une danseuse. Et c'est mon ami Diane Barrière de Seine, qui venait d'hériter de son père, et qui m'a dit, écoute Jacques, arrête tout ça, tes petits trucs là, fais les hôtels. Parce que si tu fais des hôtels, au moins, au lieu de faire une chambre avec 10 mètres de tissu, en feras 100, ça va faire 10 000 mètres, tu gagneras plus. C'est un peu schématisé, hein. Et puis, j'avais aucune envie de ça, parce que ça ne m'intéressait pas. Je lui ai dit, mesdames, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ma passion, c'est les objets d'art. Je m'occupais de Sotheby's à New York à l'époque, et tout ça, je veux que je fasse là-dedans. Et puis, elle m'a un peu violé. Et on a commencé avec l'Hôtel Royal à Londres. Puis, j'ai eu l'idée de réinventer autrement l'hôtellerie, c'est-à-dire d'en faire des lieux où, fort de ce que me racontait mon père, tout le monde peut rentrer. Il n'y avait pas que les riches qui pouvaient accéder à l'hôtel, dans les chambres certes, mais en bas, le mélange des genres, c'est-à-dire faire que la ville rentre dans l'hôtel et que les clients de la ville puissent pratiquer les restaurants d'hôtel, ce qui n'existait pas. C'est ça que j'ai commencé avec Deauville. Et puis après, évidemment, le COST, que vous connaissez tous, qui, là, s'est répandu dans le monde, et ça m'a appelé partout. Le fameux rayonnement, il vient en fait du fait que, c'est vrai que j'ai 8 millions de personnes qui mangent dans des endroits que j'ai fait tous les ans. Ça fait beaucoup de... Et puis, tout ça a amené au fait que ma passion, c'était vraiment champ de bataille. Et je vais la faire courte sur cette histoire. C'est le plus grand projet français privé depuis, je crois, le milieu du XXe siècle. C'est une charge absurde et colossale, pour bien le dire. Mais au bout du compte, malgré des moments de découragement absolu, total, infini, que vous ne pouvez même pas imaginer, la récompense est arrivée.
en dehors de la récompense que vous me donnez ce soir, et à laquelle je suis évidemment immédiatement sensible, mais celle dont je vous parlais est encore plus forte. En France, nous avons un guide qui s'appelle le guide Michelin. Et il y a évidemment culinaire, évidemment, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et puis il y a la même chose pour le rayonnement culturel. Et il y a simplement 19 lieux en France qui ont 3 étoiles Michelin. C'est-à-dire 16 de l'État et 3 privés. 16 de l'État, Versailles, Compiègne, Fontainebleau, le Mont-Saint-Michel, l'école de Lascaux, etc. Et 3 privés, Vaux-le-Vicomte, Villandry, Hervé Jardin et Chenonceau. Et je viens donc d'obtenir cette année la 3e étoile au titre de champ d'intérêt. C'est certainement la chose. C'est certainement la chose qui me réjouit le plus pour montrer que nous savons faire. Et au fond, les étrangers que j'ai pu avoir, des quantités qui m'ont fait faire des maisons invraisemblables, on dit le décorateur des rois, c'est-à-dire le décorateur des riches. Il n'y a plus de rois, il y a des riches. Voilà, c'est ceux-là qui commandent. Et ceux-là nous appellent parce qu'on sait faire. Et je pense que ne pas perdre ce savoir-faire, c'est notre plus. Merci à tous. Bon, si vous êtes d'accord, on va improviser. Ça, c'est un petit texte. Madame la ministre, Madame la secrétaire générale, Yasmine, chers amis, nombreuses. Il y a beaucoup de monde dans la pièce, c'est beaucoup de succès, ce prix de rayonnement. Et évidemment, le prix précédent consacré à la pâtisserie, c'est très difficile pour une pâtissière d'amener une pâtisserie. Avec vous, c'est un peu plus simple, parce qu'on va pouvoir aérer un peu la question. Ça ne sert pas à ça, ce que vous avez inventé uniquement. Ça s'inscrit dans une tradition en fou française de rire. Vous avez vu, c'est fort et c'est très bien. Ça s'inscrit dans une tradition française qui est très importante. J'étais il y a quelques minutes encore au Muséum d'histoire naturelle. Et vous avez là une histoire de France et des chasseurs d'épices. Vous allez lire un certain Pierre Poivre qui a ramené une muscade, cannelle et gingembre en Europe. Et ces épices ont constitué évidemment des grandes richesses. Et c'était une grande fortune que les rois et les reines appréciaient particulièrement. Puis après, ça a été utilisé pour conserver les aliments. Et puis après, on a fait ce que nous savons ici, c'est-à-dire ces bonnes odeurs, ces parfums, cette santé, ce qui fait que le corps est heureux et que, à travers le monde, les marques françaises, entre autres, uniquement, un peu italiennes aussi, parce qu'il y a un peu d'Italie chez vous, il me semble, en tout cas par mariage, ces parfums ont fait le tour du monde et nous entourent. Mais avoir inventé, il y a très peu de temps, en fait, vous avez eu une vie avant, mais je ne vais pas la raconter, mais donc il y a 20 ans, vous étiez déjà, je pense, marié avec un Italien, que je salue, qui est probablement ici, ça, voilà, vous pouvez vous le dire, mais discret. Et vous êtes Marco. Et il y a plusieurs enfants, dont Rocco, qui doit être ici aussi. Voilà, vous pouvez là. Vous avez créé, il y a seulement 20 ans, en 2005, Pur Essentiel. Cet objet est un objet qui est présent dans beaucoup de maisons, en France, certes, mais il est aussi présent dans, je crois, près de 70 pays, 69 pays au monde, ce qui est quand même assez extraordinaire. En 20 ans, d'avoir pu conquérir un marché, la thérapie, qui est un marché quand même relativement étroit, d'avoir imposé une marque française, de l'avoir créée, une marque de certaines formes de luxe, même si c'est accessible. Et c'est une de vos très grandes réussites. Vous avez plein de talents par ailleurs, vous faites comme moi un peu de yoga, je crois, et des arts martiaux, pacifiques. Et donc, voilà, avec tout ça, vous avez créé avec votre époux cette marque, et puis vous avez créé une famille, c'est important, et donc c'est la durabilité de cette très belle aventure, et votre fils aujourd'hui dirige la marque, et vous dirigez aujourd'hui une fondation Pur Essentiel. C'est une fondation qui fait du bien, qui s'occupe de nature, d'environnement, de jeunesse, de l'enfance aussi. Et tout ce qu'on peut vous demander de plus, c'est de nous aider à rendre l'atmosphère vivable, le climat meilleur, les pôles en meilleur état, les océans sains. Si vous arrivez à inventer un objet magique qui peut substituer aux énergies fossiles,
bravo, on vous réinvite dans quelques années pour un deuxième prix de rayonnement environnemental. Merci. Alors, vous allez passer en copie. J'avais préparé un petit texte, je vais essayer quand même de le survoler. Donc, je remercie la princesse Yasmine Murat, bien sûr, les membres de l'association du Grand Prix du rayonnement français, toute l'équipe qui travaille ici pour faire rayonner notre savoir-faire. Effectivement, la France est un bassin historique de l'aromathérapie, de la phytothérapie. Et puis, tous nos cultivateurs en France sont connus dans le monde entier. Ce sont des gens qui cultivent des plantes aromatiques et médicinales. Et c'est un savoir-faire français que nous supportons. À mon petit niveau, je suis ravie d'avoir un petit impact positif, j'espère, sur la prise de conscience de l'importance de préserver la nature, notre mère, les remèdes aussi, essentiels, et que cela puisse rayonner à l'international. Eh bien, si c'est possible, on serait évidemment émerveillé et honoré. Alors, je reçois ce prix du rayonnement environnemental avec une grande émotion. Comme vous l'avez dit, en tant que chef d'entreprise, cette entreprise, elle fête ses 20 ans. Maintenant, ce sont nos enfants qui participent à cette belle aventure. Et puis, depuis le début, on a toujours été engagés dans cette démarche éco-responsable, solidaire, durable. Des produits éco-conçus, on peut se vanter d'avoir en moyenne des formules dont le taux de naturalité est de 99,5%. C'est un défi, c'est compliqué. On doit rivaliser avec d'autres produits, des produits de santé naturelle qui sont des actifs synthétiques qui ne coûtent presque rien à fabriquer, voilà, et qui ont parfois aussi les mêmes propriétés au niveau thérapeutique, mais aussi parfois un effet négatif sur la santé, le système, notre environnement. Voilà, ils sont fabriqués en France, principalement dans la Drôme, et je salue aussi tout ce savoir-faire industriel français. Nous avons de très bons partenaires. Et puis, du Essentiel certifié Bicorp, c'est un label internationalement reconnu qui veut dire que lui, le B, est beaucoup bénéfique pour le monde, pour la planète, pour ses habitants. Et puis, comme vous l'avez dit, en tant que président de la Fondation pour l'Essentiel, cette fondation a pour vocation d'aider à mieux vivre ensemble, tout naturellement, bien sûr. Et puis on agit pour la protection de la nature, de l'enfance, de la santé. Et ces actions sont extrêmement variées. D'ailleurs, j'en discutais avec M. Corti, président de Médecins du Monde. Nous avons collaboré à certains projets de Médecins du Monde. Voilà. Et puis en tant qu'autrice de livres de santé naturelle, je voulais remercier ma maman, Roselyne, qui est herboriste chargée d'enseignement phytothérapie, qui m'a transmis une partie de son savoir. Et puis... Vous l'avez si bien dit aussi, je le reçois pour finir avec le rôle le plus important peut-être, c'est-à-dire celui d'une femme accompagnée de 3 merveilleux enfants, talentueux, entreprenants, et qui partagent avec nous le plaisir du travail bien fait. Merci. Comme je fais de la recherche sur la communication depuis très longtemps et que j'essaie de répondre à la question pourquoi est-ce que tout le monde a envie de communiquer, pourquoi ça ne marche jamais. Et pourquoi est-ce qu'une fois que les hommes ont compris la non-communication, il y a une spécificité là, c'est de l'étudier, pensant que ce sera plus efficace, avant de s'apercevoir que finalement, c'est la communication humaine qui est plus intéressante que la communication. Bref, ce qui m'intéresse, c'est les mots. Il y en a 3-4 que je vais dire. J'ai mieux les assembler, pas trop ce soir, mais quand même, je vais être bref. En général, le gars ou la fille qui dit ça, on s'en tape pour 20 minutes. Ou bien, déjà que beaucoup de choses ont été dites, on recommence. Ou alors, je parle sous votre contrôle. Phrase complètement ridicule, tout le monde a qu'une envie, c'est de se libérer des contrôles, mais voilà. Ça fait partie des stéréotypes qui sont indispensables à la vie. Et alors, ce que j'adore dans la diplomatie, mais très pratiquement, c'est que les diplomates savent très bien qu'il ne faut jamais rompre les liens. Si on fait la communication, c'est la guerre, et alors, pour ça, il faut parler, il faut se voir, il faut faire n'importe quoi, il faut passer du temps ensemble. Je trouve que le génie de la diplomatie depuis toujours, c'est ça, on ferait bien la politique et donc un sous-ensemble de la diplomatie. Je trouve qu'on ne rend jamais assez compte le génie
des diplomates qui passent leur temps à ne rien faire, mais à tout faire, pour éviter l'impossible. Pour vous concernant, en un point commun tous les deux battez, une prononciation impossible. Parce que vous vous appelez Michel A. Zabna. Je ne l'entends pas parce que j'y arrive pas. Moi, c'est mon nom, mais vous me battez. Et ça veut dire quand même qu'une langue, elle porte n'importe quoi. C'est la richesse des langues de prendre des mots. Donc c'est important à dire qu'on comprend tous les mots. Deuxièmement, le point commun qu'il y a quand même entre le cinéma et la recherche, quand même, c'est peut-être pas facile d'être cinéaste, c'est pas non plus facile d'être chercheur. En gros, de l'indépendance d'esprit, de la liberté, de l'audace. C'est quand même très difficile, y compris pour la recherche académique, y compris pour les carrières académiques, mais à fortiori évidemment pour le cinéma. Troisième, je n'ai que 30 choses à dire, j'en suis à la troisième. Cette phrase que j'adore de Senghor, c'est bon, je vais m'enfoncer, avant d'arriver sur la langue orale, le colonisateur nous a laissé un trésor, sa langue. C'est quand même une des plus belles phrases qui soit par rapport à tous ceux qui font la guerre. Le français n'appartient plus aux Français, la langue française n'appartient pas aux Français, mais c'est vrai qu'il y a ce que moi j'appelle la francosphère, c'est-à-dire ce français parlé dans tous les coins du monde, dans tous les petits morceaux, qui sont face à la mondialisation, c'est une richesse exceptionnelle. Parenthèse, les Français n'ont pas la francophonie, ils ne sont pas du soutènement, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même une bataille, et le cinéma est de ce point de vue-là. Quatrième chose que je voulais dire, d'ailleurs, oui, depuis des années, que vous avez succès de la bataille sur la francophonie, pour faire une académie des langues et des mots francophones. Parce que quand vous voyagez dans le monde, c'est hallucinant l'intelligence de l'invention. Ça ne coûterait rien du tout à l'Académie française, pour bien inventer quelques pages à lire, de fonder cette académie. C'est une académie qui ramasserait dans le monde entier tous les petits morceaux. Oui, non, mais avec. Oui, bon, oui. Et la dernière chose que je veux dire sur la francophonie, c'est un ensemble, un ensemble plus fascinant, c'est la langue romane. Et on ne parle jamais assez de langue romane, et nous avons 1 million de langues romanes, 1 milliard de langues romanes, pardon, 1 milliard de langues romanes. Donc ça veut dire que la francophonie, c'est ça dans un combat plus large, qui sont ces langues romanes que nous devons défendre, et de ce point de vue-là, toutes les initiatives de celle-ci, il faut participer, j'ai pas été trop long. J'attends les deux. Non, parce que je le dis, pour finir, je finis par parler. Mais il a raison. Mais bien sûr. Qu'est-ce que je dis, c'est aussi de la recherche. Et j'ai dit tout à l'heure la phrase la plus essentielle. J'ai dit tout à l'heure, le combat de la recherche, c'est le même que celui de du cinéma, c'est la question de la liberté, de savoir où la liberté. C'est pas facile de nous dans les échanges. Merci de votre attention. Merci, c'était très touchant. Je remercie ceux qui m'ont pris et je ne suis pas tout à fait sûr que diffuser un personnage comme OSS 117 en dehors de nos frontières possible un rayonnement fantastique de la France, mais si vous l'avez conseillé, c'est très bien. Voilà, quoi qu'il en soit, de façon un peu comme mes collègues, je partage ce prix avec les gens. Le cinéma est vraiment un sport d'équipe, et donc je partage ce prix avec tous les gens qui ont pu travailler depuis maintenant une trentaine d'années dans cette journée du monde. Et puis particulièrement, je partage avec Bernice Béjot, qui est ma compagne. Le titre que je révèle, c'est la canette qui révèle à la maison de ces Lionel, et tout ce que je fais pour les enfants. Et donc, je partage même 90%. Et je vous remercie pour l'aide et pour ma merci. Merci Yasmine de m'avoir donné la possibilité de remettre pour moi ce soir, et à mon sens, le plus beau des prix. Le prix d'une femme de cœur incroyable, d'un ange qui est descendu du ciel avec son bistouri, et qui aura sauvé, je vous dis, des milliers et des milliers de femmes, et rendu certainement moins triste qu'un homme. Merci madame. J'ai écrit quelques mots, je ne sais pas, mais il y a tellement peur de faire des bêtises au regard de tout ce que vous avez fait d'extraordinaire, que je vais porter ces quelques mots rapidement, et parler de bien évidemment. Ce soir, au Quai d'Orsay,
dans ce lieu où la France raconte au monde ses convictions, ses talents et son souffle, nous célébrons une lumière particulière, celle du rayonnement scientifique, celle qui éclaire sans bouler, celle qui guide sans imposer. Il est des destins qui ouvrent des chemins, le vôtre est un chemin pour vous. Chirurgienne, scénologue, chercheuse, présidente de l'Académie nationale de chirurgie. Mais, au-delà vous dites, il y a l'essentiel, une femme qui songe, qui soigne, qui cherche et qui transmet. Dans vos mains, les mains sont de l'or, votre âme est dans vos mains, madame, la science devient un acte de courage, la chirurgie un acte de confiance, la recherche un espace où la patience rencontre l'intuition. Vous incarnez cette France qui jamais cesse de croire dans la connaissance pour sauver et dans l'engagement pour émanciper. Votre travail sémiologique, votre engagement pour mieux dépister. Alors sémiologique, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas ce que c'est pour démarrer. J'ai regardé, parce que comme je commençais à être un peu vieux, on m'a dit j'ai pensé que ça serait la sémilité. Non, pas du tout. Ça touche les problèmes du cancer du sein principalement. Mieux comprendre, mieux traiter, résonne bien au-delà de nos frontières. Ce prix du rayonnement scientifique est plus qu'une distinction. Il est un merci. Il est en réalité dit merci. Merci pour les heures silencieuses passées au blog et pour votre engagement. Merci pour les années de recherche, parfois dans le doute, mais toujours dans l'espérance. Merci pour la force que vous offrez aux femmes que vous accompagnez. Merci enfin pour l'élan que vous insufflez à toute une génération de médecins et de chirurgiens. Enfin, et surtout, mille merci de la part de toutes celles que vous avez aidées et que vous aurez sauvées. Chère Madame la Présidente, chère Carole Matelin, au nom de tous ici présents, au nom de la France qui croit en l'intelligence, en la compassion et en l'audace, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de vous remettre le prix du rayonnement scientifique. Merci. Madame la Princesse, chers membres, mesdames et messieurs membres du jury, chers amis de l'Académie nationale de chirurgie, vous êtes nombreux et chers amis académiciens, et cher Monsieur Rodez, vous représentez la Société internationale de scénologie. Alors ce prix que je reçois aujourd'hui, c'est vraiment pas un prix pour moi, c'est un prix pour l'ensemble des collègues, un chirurgien et médecin, parce que la chirurgie n'a pas de sens, n'a pas de possibilité si on n'a pas nos amis médecins avec nous. Un chirurgien n'est rien sans son anesthésiste, sans son radiologue, sans son pathologiste, sans ses médecins oncologues. Donc ce prix, il est vraiment pour tout l'ensemble des carrières médicales des uns et des autres. Alors, je suis ici peut-être pour deux sociétés. La Société internationale de scénologie, c'est une société mondiale, mais qui a été créée en France. 1974, la création chez nous. On a même créé le mot scénologie, pour vous qui aimez la francophonie, les beaux mots français. Et on a diffusé un savoir-faire mondial concernant la prise en charge des maladies du sein. Quand on a créé cette société, à peu près une femme sur deux mourait de son cancer du sein. Maintenant, à peu près 90% des patients sont guéris grâce à cette diffusion du savoir. C'est en France qu'il y a eu la création du premier diplôme des maladies du sein. Et ce diplôme existe toujours, il est international. On va le faire en Chine, je l'ai fait avec Olivier Jardin, on va dans différents pays, on accueille des médecins ukrainiens qui sont en guerre, mais qui viennent faire le diplôme chez nous, parce qu'il n'y a plus de diplôme là-bas. Donc merci à la France d'avoir créé ça. Et merci à l'Académie nationale de chirurgie, c'est vraiment une vieille académie, l'Académie royale, 1731. Elle a beaucoup évolué, vous imaginez, la chirurgie a beaucoup évolué, l'Académie a évolué. Et grâce à Olivier Jardin qui est là, et à Jean-Pierre Rosenbaum, d'autoriser une femme
présider l'académie. Donc merci à vous. Votre Altesse, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Tu peux prendre le micro, on va partager le micro, on va faire un peu différemment. Puisque nous parlons de sport, puisque nous sommes au Quai d'Orsay, et puisque j'ai donc l'honneur de diriger un grand groupe français, bien conseilleront pour Christophe Glaise, qui a été condamné donc hier de manière scandaleuse à 7 ans de prison en appel. Ayant dirigé le journal d'équipe pendant 7 ans, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour un journaliste de sport soit condamné à 7 ans de prison. Voilà, ce soir on a le plaisir d'accueillir Thomas. Thomas Devoyer, 26 ans, c'est notre plus jeune lauréat. Tu as commencé ta carrière à 13 ans dans le kart, comme beaucoup de grands champions. Tu es un crack du pilotage, un as du volant, comme on dit. Tu fais partie d'une famille dont certainement, le nom évoque beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ceux qui connaissaient le garage de Bauer Peugeot, j'imagine que c'était, je crois, 4e ou 5e génération. Moi, je me souviens de mon papa avec ses 504, il a marqué de Bauer dessus. Voilà. Donc, ça me rappelle des bons souvenirs de cette 504 avec laquelle nous partions en vacances. Tu es un crack, tu as gagné des courses, notamment pour ceux qui aiment le sport automobile, les 24 heures du Nürburgring. C'est un célèbre circuit en Allemagne qui est un des plus difficiles avec le sommet de Belgique, le Spa-Francorchamps. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir, ton plus grand titre? J'ai plein de bonsoir à tous. Déjà, merci de me recevoir ici, merci aux membres du jury. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de recevoir ce prix qui a une valeur très forte pour moi aussi en tant que sportif. Nürburgring, c'est un très beau souvenir, mais je pense qu'un de mes plus grands souvenirs est d'être champion du monde avec la marque Ferrari, que j'arbore fièrement maintenant sur le côté gauche de ma veste et pour qui je travaille. Je crois que les Français qui ont piloté chez Ferrari, il n'y en a pas beaucoup. Et ça vous montre le niveau d'exigence, puisqu'en plus tu cours en championnat GT, où c'est un championnat d'endurance qui est extrêmement difficile. Et en face de vous, vous avez BMW, Audi, Mercedes, McLaren. Vous avez tous les cadors de la construction automobile. Et voilà. Tu peux dire, ta plus grande peur au volant, ça a été quand? Faut demander à mes parents, plutôt à ma maman. Je pense que c'est elle ma plus grande peur, de me blesser, de voir son regard. Donc non, la peur, malheureusement et heureusement, je pense, fait pas partie de ce à quoi on pense au volant de la voiture, sinon on aurait tout le temps le frein à tirer. Mais pour être bref, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Et heureusement, je suis meilleur derrière le volant que derrière le micro. Mais c'est avec grande fierté que j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. C'est avec grande fierté que je représente aujourd'hui cette marque qui est Ferrari. Mais la plus grande fierté que j'ai est celle de représenter mon pays à l'international et sur les circuits. Merci. Bravo. Vous me permettra une dernière question pour ceux qui aiment la Formule 1. Nous avons donc, avant ce week-end, 3 champions qui sont en position de gagner, Verstappen, Piastri et Norris. Est-ce que tu as un pronostic pour le Grand Prix d'Abu Dhabi? Et qui vois-tu champion du monde dimanche? Malheureusement, ça ne sera pas un pilote Ferrari, même si je pense que Charles et Lewis sont d'excellents pilotes. Mais moi, je pense mettre mes pions sur Verstappen. Donc rendez-vous dimanche. Alors, rendez-vous dimanche. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Académicien, économiste et spécialiste reconnu des industries créatives, Pascal Morand consacre sa carrière à promouvoir l'excellence française dans les domaines du luxe, de la mode et de la création. Ancien directeur de l'ESCP et de l'Institut français de la mode, il a joué un rôle déterminant dans l'essor de cette filière stratégique en renforçant son rayonnement artistique, académique et économique. Enfin, défenseur du dialogue entre tradition et modernité, savoir-faire et technologie émergente, il œuvre à faire de la mode un champ d'excellence et d'influence internationale française, bien sûr. Son parcours remarquable et son engagement constant envers la création justifient pleinement cet hommage.
C'est ce qui me remercie au jury, au du jury. Je suis très heureux, très honoré de recevoir ce prix au nom du collectif qui structure à la fois la fédération et qui structure la Fashion Week, la Paris Fashion Week. Je vais citer quelques noms, je vais évoquer le comité exécutif et en premier lieu Bruno Pawlowski, qui est président de Chanel pour toutes les activités de mode, également président de la fédération, sur la présidence exécutive, également Sidney Toledano, qui représente le VMH, Guillaume de Seine, qui représente Hermès, Cédric Charby, qui a pris la suite Francesca Bellettini pour représenter Saint-Laurent et Kering, Anouk Duranto pour Isabelle Marant et Elsa Donzo pour Rick Owens. Je voudrais également citer, je fais un appel de la Fashion Week, je voudrais également dire que j'ai une équipe vraiment formidable, qui est extrêmement vive, brillante, et j'ai la chance de pouvoir compter sur cette équipe. Je vais pas citer tous les noms, je devrais le faire, mais je vais citer Elena Cariconi, qui est la directrice du calendrier officiel, qui ne pourrait pas être ce soir. Je vais citer aussi Frédéric Galinier, qui est directeur délégué à la fédération, et qui est d'ailleurs présent ce soir, toute l'équipe. Vous portez, d'avoir entendu l'inspiration, le travail collaboratif, la transmission aussi. Cette soirée va se prolonger dans les salons adjacents. Avant d'être rejointe sur scène par tous les lauréats, les membres du jury, l'association du rayonnement français tenait à remercier ses partenaires, le groupe Galilée, ADN WTP, RFK et les lunetteries du Jura. Et oui, il faut la remercier pour ce grâce à eux. Je cite aussi le charcuterie du Grand Paris, je cite aussi Rungis, le groupe Banquette Momery, Château Quinet, ISG, Luxury Management. Et puis parce que nous avons parlé de générosité et d'attention à l'autre, je vous invite bien évidemment à soutenir le sein.